Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Jacques Aschonbroich, le PDG de Valeo. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là en direct avec nous sur Boursorama. Vous avez publié hier soir vos comptes. Compte trimestriel, chiffre d'affaires en recul de 10%. Est-ce que vous estimez avoir limité la casse quand vous voyez que certains du même secteur, chez les équipementiers, qui ont fait du moins 10, moins 15, moins 16 ? Non seulement on a limité la classe, mais c'est une excellente performance. Alors qu'ils ne peuvent peut-être pas complètement reconnus par la bourse ce matin, mais non. Le titre est légèrement dans le rouge aujourd'hui. Le marché est en baisse de 18% probablement. Oui. Là, on parle de la production automobile mondiale. On parle de la production automobile mondiale, donc de 18%. Notre chiffre d'affaires n'est en baisse que de 10%. En fait, il y a des choses extrêmement positives. La première, c'est qu'on est le 3e ou 4e acheteur de produits de semi-conducteurs dans le monde automobile. Nous n'avons jamais arrêté un seul de nos clients, malgré la pénurie de semi-conducteurs. Donc il y a une mobilisation absolument extraordinaire. Comment vous avez fait d'ailleurs ? Parce que les équipes ont anticipé. C'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait eu un rebond au deuxième semestre de l'année dernière et on a anticipé ce qui pouvait se passer. On a toujours trouvé... En faisant des stocks ? En faisant des stocks ? Pas forcément en faisant des stocks, mais en faisant des réserves de capacité par rapport à nos fournisseurs. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de substitution de produits, mais nos équipes ont été extraordinairement réactives et c'est reconnu par nos clients. Le deuxième point, c'est que le marché du remplacement, donc la seconde monte, est extrêmement performant. On a augmenté notre chiffre d'affaires de 18% au troisième trimestre, de 26% sur l'ensemble de l'année. Donc c'est une excellente performance. Et puis nos usines ont très très bien fonctionné. Donc non seulement on a, pour reprendre votre expression, limité la casse, mais en plus on a augmenté, ce qui dans le monde actuel... Votre marge. Augmenté notre marge. Donc, je de combien d'ailleurs, de combien ? On avait une fourchette entre 12,8 et 13,4 et là on s'est mis sur le haut de la fourchette. Donc c'est une excellente performance. Haut de la fourchette sur la marge, mais révision à la baisse de votre prévision de chiffre d'affaires pour cette année. Donc, c'est là aussi une très bonne performance. Notre chiffre d'affaires est plutôt moins élevé que ce qu'on avait imaginé. Il va être en croissance sur 2021, le chiffre d'affaires. Alors, le chiffre d'affaires sera en croissance, évidemment, sur 2021. Mais moins que ce qu'on avait anticipé. La révision est de combien à la baisse ? D'1 milliard, un peu plus de 18 milliards, un peu plus de 17 milliards. Donc c'est 1 milliard, c'est à la fois considérable, mais nos équipes ont fait un boulot absolument... Sur le chiffre d'affaires total de 18 et rabaissé à 17. Ça, c'est le chiffre d'affaires global de Valeo. Et donc, vous regrettez que les investisseurs aujourd'hui, finalement, ne retiennent pas que la marge est dans la fourchette, même s'il y a une révision à la baisse du chiffre d'affaires. Vous savez, si on était capable d'anticiper en permanence les réactions de la bourse, l'important, d'abord, ces derniers jours, notre cours de bourse a beaucoup augmenté, même si depuis le début de l'année, il est en baisse, malheureusement très importante. Mais on a pris des décisions stratégiques d'investir massivement sur l'électrification et sur la partie sécurité, ce qu'on appelle ADAS. Donc, on a un positionnement stratégique qui est exceptionnel. On a vu beaucoup d'équipementiers, encore une fois, souffrir directement et indirectement à cause des pénuries de semi-conducteurs. Comment ça se passe dans la relation que vous avez entre les équipementiers et les constructeurs auto ? On entend beaucoup de bruit de couloir disant que les rapports se sont tendus, en tout cas peut-être pas chez vous, entre les équipementiers et les clients, les constructeurs auto. Il y a un peu une omerta, personne ne va en parler de ça. Alors, les relations ont toujours été compliquées entre les fournisseurs ou les équipementiers et leurs clients automobiles. Parce que les semi-conducteurs, ils sont chez vous, ils ne sont pas chez les... Alors, c'est nous qui achetons les semi-conducteurs, c'est nous qui les achetons et on transforme les produits et on les livre à nos clients. C'est le modèle. Vous savez, quelque part, les constructeurs ne sont pas contents parce que quelque part, s'ils n'arrivent pas à vendre de voitures, c'est parce qu'ils n'ont pas de semi-conducteurs et donc c'est la faute des sous-traitants. C'est toujours la faute à quelqu'un, comme on dit, mais on peut dire aussi que c'est la faute des constructeurs qui ne sont pas très précis dans leurs prévisions. Il y a un certain nombre de constructeurs, ne me demandez pas lesquels, je ne vous le dirai pas, qui sont extraordinairement précis dans leurs prévisions. Chez les Français. Et ceux-là ont moins souffert que d'autres. Et d'autres qui disent, écoutez, je vais produire X millions de voitures, débrouillez-vous, sans nous dire exactement quels produits ils vont produire. Donc c'est une situation qui est compliquée, qui a toujours été compliquée. Mais le sujet principal n'est peut-être pas celui des semi-conducteurs. La situation va s'améliorer. Il y a eu énormément de raisons pour lesquelles on a subi cette pénurie. Le vrai sujet... Pardon, je coupe. 2023, on a eu le PDG, c'était hier, d'ST Micro, qui m'a dit les pénuries de semi-conducteurs, ça ira mieux en 2023. Non, mais je pense que... Ouais, il sait de quoi il parle quand même. Hein. Il sait de quoi il parle, mais nous aussi on sait de quoi on parle. Il en fabrique. Quand on regarde les réserves de capacité qu'on peut faire, alors je parle pour nous, Valeo,
il y a des réserves de capacité qu'on est en train de faire chez la plupart de nos fournisseurs. Et je pense qu'on voit très clairement une situation qui s'améliore, très clairement. Donc le vrai sujet, c'est l'augmentation des prix. C'est l'augmentation le coût des intrants, comme on dit. Le coût des intrants, le coût de l'acier a été multiplié par 3 de façon totalement éhontée. L'aluminium a été multiplié par 2. Les résines ont des augmentations de prix considérables. Tout ça lié au fait que l'énergie a augmenté de façon extrêmement importante. Les semi-conducteurs vont augmenter. Donc, quand on a tous ces composants, tous ces intrants qui augmentent, comment on fait d'ailleurs pour avoir une marge et dans l'autre fourchette vous savez, nos clients ont augmenté leurs prix. Les prix des voitures ont augmenté considérablement et on va augmenter nos prix à nos clients. Vous avez tout passé chez les clients ? On passera tout. On passera tout. On a énormément de discussions avec l'ensemble de nos clients. Et ça passe chez les constructeurs ? Mais il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de choix. Donc ça passera, oui, ça passera. C'est ce qui fait que votre marge, encore une fois, reste dans le haut de fourchette. Sur les voitures, encore une fois, c'est fou de se dire que sur un marché mondial qui est de 80-90 millions de véhicules, je parle sous votre contrôle, il y aura 7, 8 ou 9 millions de voitures qu'on ne produira pas cette année. Enfin, c'est pas rien, je veux dire. C'est l'ordre de grandeur. Si on se compare à l'année dernière, qui était une année terrible, puisque l'ensemble de l'industrie s'est arrêté pendant 6 semaines, au mois d'avril et au mois de mai de l'année dernière, en fait, la production cette année sera du même niveau que l'année dernière. Pas pour les mêmes raisons, c'est pas directement le Covid, indirectement le Covid, puisque l'une des raisons pour lesquelles il y a des manques de semi-conducteurs, c'est la crise du Covid dans les pays d'Asie du Sud-Est, en particulier la Malaisie. Mais la production cette année sera au même niveau que l'année dernière, et effectivement, le nombre de véhicules perdus par rapport à ce qui aurait dû être produit, c'est dans l'ordre de 9 millions de voitures. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que les carnets de commandes de nos clients sont très garnis, historiquement pleins, et que les stocks de l'ensemble de l'industrie sont très faibles. Donc il y a un moment, il va y avoir un rebond. Et comme toujours, c'est très difficile de savoir quand ce rebond aura lieu. Il aura lieu si on a les semi-conducteurs, il aura lieu si l'ensemble des perturbations qu'il y a sur les chaînes logistiques se corrigent, mais le rebond, il va venir. Ouais. Parce que quand on voit les chiffres des ventes de voitures, je pense évidemment, pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais à la France, on a eu du moins 20, je crois, sur le mois de septembre. C'est une année qui est calamiteuse, encore une fois. Mais c'est pas parce que les clients ne sont pas là, c'est parce qu'il n'y a pas de... C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de blocages. C'est ralent quand même. Dans les... Oui, c'est ralent, mais c'est la vie, vous savez. Après avoir eu le Covid l'an dernier, et la pandémie et les confinements, maintenant on a... Donc 2 années très, très, très difficiles, pour lesquelles c'est là où on voit les équipes qui sont très solides. Et je considère que celle de Valeo est extraordinairement solide. Réussir à passer cette année sans avoir à faire de profit warning, sans avoir à réviser à la baisse nos rentabilités potentielles, c'est une prouesse exceptionnelle. Ouais. Sur les voitures électriques, il faut s'attendre à ce que ce soit toujours plus cher. Je crois que c'est Luca Di Meo qu'on avait quelques mois ici sur ce plateau, le directeur général de Renault, qui nous disait que les voitures seront dans les années à venir plus chères. Alors il est mieux placé que moi pour le savoir. Cela étant, je fais le lien avec ce que je disais à l'instant. C'est-à-dire qu'on est devenu, pour un certain nombre de composants qui rentrent dans les véhicules, électriques ou non. Parce qu'elles sont plus grosses, les voitures. Ils ne pensaient pas à l'époque, je pense que c'était en début d'année, il y avait la question des pénuries et les hausses du coût des intrants, comme on dit, qui étaient peut-être moins prégnants encore qu'aujourd'hui. Ils pensaient peut-être que les voitures sont plus grosses, plus technologiques, plus connectées, plus... non ? Oui, mais dans un même temps, un certain nombre des concurrents de Luca Di Meo et donc de Renault disent que les voitures électriques viendront à des niveaux de prix équivalents à des voitures traditionnelles dans les années qui viennent. Et on voit que alors on n'est pas producteur de batteries, donc je connais moins ce secteur, mais il semblerait que le prix des batteries sont en train de baisser et permettrait à nos clients automobilistes d'adapter leur prix à une réalité des coûts. Vous ne faites pas de batterie, mais vous faites des moteurs électriques. On fait des moteurs électriques. Voilà, il y a cette co-entreprise avec Siemens dans les moteurs électriques, constituée en 2016, qui a nécessité, c'est normal, de lourds investissements. Ça va finir par payer, évidemment. Mais la question, c'est quand ? Ça va finir par payer, la réponse est oui. Quand, je vous le dirai, quand on annoncera, ou mon successeur annoncera le nouveau plan stratégique. Donc ça sera en janvier. Mais je voudrais revenir, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui pèse sur nos résultats. Et je le reconnais, ça pèse sur nos résultats. C'était ça le sens de la question cachée. Hein. Mais est-ce qu'il vaut mieux avoir des comptes qui sont pénalisés par un investissement qui est stratégique, sur lequel... En quoi c'est stratégique ? Le marché, il est en train de passer du moteur à combustion vers le moteur électrique. Il y a beaucoup d'entreprises, et vous l'entendez en permanence, qui disent « Ouais, mais qu'est-ce qui va nous arriver ?» Nous, on sait ce qui va nous arriver. On a investi et on sera l'un des leaders sur l'électrique, que ce soit basse tension ou haute tension. Et moi, je préfère souffrir
parce qu'on a fait les bons choix et qu'on ne va pas tendre notre sébi aux l'État en disant aidez-nous parce qu'on n'a pas fait les bons choix. Nous, on a fait les bons choix. On investit sur le futur et j'ai rarement vu d'investissement où on passera de zéro chiffre d'affaires à plusieurs milliards de chiffres d'affaires sans qu'il y ait une période dans laquelle on dépense plus que ce qu'on gagne. Vous équipez 2 voitures électriques sur 3, c'est vrai? J'ai vu ce chiffre. Il y a de tous les véhicules qui sont en Europe, soit sur la partie thermique de ce qu'on produit, parce que la thermique est aussi impactée par le véhicule électrique, soit sur la basse tension, soit sur la tension, c'est exact. Bon. Est-ce que le plus dur est passé pour cette entreprise? Le plus dur est passé pour l'ensemble des innovations que nous avons faites. Nous avions expliqué en 2017-2018 que nous allions augmenter nos frais de R&D, ce qu'on a fait, et que nous allons développer des plateformes technologiques, ce que nous avons fait, et donc le plus dur est derrière nous. Maintenant, on est en train de capitaliser sur l'ensemble de ces plateformes technologiques, que ce soit chez Valeo ou que ce soit chez Valeo. Et ça prend plus de temps que prévu. Ce qui est sûr, c'est que ça prend plus de temps que prévu. Et entre-temps, il y a eu le Covid l'année dernière et il y a eu une baisse de chiffre d'affaires. Ce que personne n'a vu, j'aurais peut-être dû expliquer, c'est que si les volumes avaient été là, mais c'est toujours pareil, si et si et si, mais si les volumes avaient été là, nos résultats cette année auraient été exceptionnels. Bon, ben, c'est la vie, vous savez. Donc ça décale dans le temps. Pour vous, c'est un bijou. D'ailleurs, un bijou pour lequel Siemens dispose d'une option de vente de ses parts en 2022. À partir de 2022, tous les ans, on a le choix. Nous, on a la possibilité d'acheter leurs actions et eux, ils ont la possibilité de nous vendre leurs actions. Bon, c'est que on prendra la décision en son temps. En tout cas, si Siemens prenait la décision de vendre ses actions, ce qu'on appelle un put, on sera prêt. Et en particulier, le assurément, vous vous porterez acquéreur, assurément. Ah ben, c'est le contrat qui fait comme ça. Donc, s'ils exercent leur put, on est obligé de reprendre. C'est une question de prix. Mais on aura le prix. C'est une question multiple. Voilà, le prix est clair, c'est une formule qui donne le prix. On sera prêt. C'est-à-dire notre bilan, et ça a été reconnu, malgré la crise de 2020, malgré la crise de 2021, on a le bilan qui nous permet d'absorber Valeo Siemens, donc les parts de Siemens, s'il exerçait son put. Pour l'instant, j'ai lu ça, je ne sais pas si c'est vrai, vous nous le confirmez, que Siemens a réduit à 0 la valeur de sa part dans cette entreprise, dans ses comptes. Mais ça, c'est normal. Comme ils sont vendeurs, on dit c'est une pépite, etc. Mais comme ils sont vendeurs et que la société fait des pertes, ils sont obligés comptablement de ce qu'on appelle un write-off, de write-offer leur participation. Nous, comme on est acheteurs, on n'a pas besoin de le faire de la même façon. Donc, ce qu'ils ont fait comptablement, c'est ce qu'on aurait fait dans leur situation. Bien sûr, donc, on a une situation qui est asymétrique sur la vision comptable des choses, mais les choses sont très claires. Vous êtes positif, on finit là-dessus, vous êtes positif sur les prochains mois, sur 2022 ? Sur votre activité, sur les marges, sur 2022, je n'ai rien dit. Oui. Vous savez, on ne sait pas du tout ce que sera le marché. Non, mais vous êtes dans le brouillard aujourd'hui ? On est moins dans le brouillard aujourd'hui qu'il y a un an, j'imagine, quand même. Non sur le marché ? Oui, sur le marché, sur l'évolution sur ce que vont faire vos clients. Mais dites-moi la disponibilité des semi-conducteurs. On en a parlé tout à l'heure, on a l'impression que ça s'améliore. Vous avez dû entendre qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'inquiètent de la disponibilité de magnésium qui pourrait impacter l'aluminium. Donc, il faut faire les choses. Donc, la zone de turbulence ? Étape par étape, je pense que les choses sont en train de s'améliorer et on va rentrer dans une phase budget et au début de l'année prochaine, on s'exprimera sur l'année 2022. Donc Valeo, on comprend bien, un leader mondial, encore une fois, des moteurs électriques. La question, c'est pourquoi est-ce que les constructeurs ne les fabriquent pas eux-mêmes ? Ils le font d'ailleurs, j'imagine. Mais vous savez, est-ce qu'il n'y a pas de ce risque qui se disent... Vous savez, on dit toujours que nos constructeurs automobiles fabriquent leurs moteurs thermiques. Oui, ça c'est vrai. Il n'y a aucune ambiguïté là-dessus. Mais c'est nous qui leur livrons les démarreurs, c'est nous qui leur livrons les alternateurs, c'est nous qui leur livrons les embrayages, c'est un certain nombre de nos collègues qui leur livrent les segments, etc. Donc ce sont des assembliers. Il y a un certain nombre de constructeurs qui ont décidé d'assembler les moteurs électriques pour la haute tension, en achetant chez nous ou chez certains de nos confrères un certain nombre de pièces. Mais les onduleurs, donc le cerveau du moteur électrique, c'est nous qui allons le faire, ou un certain nombre de nos collègues. La partie chargeur, c'est nous qui allons le faire. Donc ce sujet, je sais que ça préoccupe énormément de nos observateurs. Ça ne me préoccupe pas du tout. Le marché va être considérable. Une partie sera faite par nos constructeurs, une partie sera faite par des équipementiers. On a toujours estimé que ce serait de l'ordre de 50-50 et c'est ce qu'on avait estimé quand on a décidé d'aller avec Siemens dans cette joint venture et aujourd'hui on dirait la même chose. Sur ces 50%, sur ces 50%, je pense qu'on aura une vingtaine de pourcents de part de marché, donc 10% de part de marché mondial, sur un marché qui fait
150 milliards dans 10 ou 15 ans. Donc c'est un Vous serez en potentiel de croissance. Vous serez en position leader sur ce marché? On est et on sera en position de leader, oui. Bon voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Jacques Aschenbroich, le PDG de Valeo en direct sur Boursorama, invité de la grande interview. Merci. Merci.